Depuis toujours, l'homme est passionné de vitesse. C'est à partir des années 1950 que les premières Formule 1 ont vu le jour. Depuis, il tente de s'améliorer et d'augmenter ses performances grâce à l'aérodynamisme. Nous nous demanderons comment les avancées technologiques ont pu influencer l'aérodynamisme sur la carrosserie et dans le domaine de la Formule 1. Dans une Formule 1, les éléments aérodynamiques les plus importants sont les ailerons avant et arrière. Au début de la Formule 1, dans les années 50, les voitures ne possédaient pas d'ailerons avant ni arrière, car l'aérodynamique n'était pas le premier centre d'intérêt des constructeurs, mais la vitesse était le cœur de leur réflexion. Pour sûr, les F1 ressemblaient à des torpilles. En 1966, c'est la première fois qu'une Formule 1 est testée en soufflerie, et c'est seulement en 1968 que le premier aileron arrière apparaît sur la Ferrari T312 du belge Jacky Ickx. Comme l'a dit Mac Gascoigne, l'aérodynamique est la partie où le plus gros gain en performance peut être fait, mais essayer de l'anticiper dans le but d'être compétitif est très difficile. L'aileron avant est un élément essentiel au développement de la performance sur une Formule 1 car, en plus de faire d'un appui aérodynamique, il sépare les flux d'air passant en dessus et en dessous de la monoplace. C'est donc pour cela que les constructeurs jouent sur l'inclinaison de celui-ci. La quantité d'air passant sous la voiture est cruciale, en effet, elle doit être la plus importante possible afin de maximiser l'effet de sol et augmenter les performances sur la piste. Cependant, si la quantité est trop importante, il risque d'agir comme un piston qui va faire perdre l'adhérence de la voiture sur la piste et potentiellement la faire décoller. Pour des raisons de sécurité, la FIA impose aux écuries que la garde au sol au niveau de l'aileron avant doit être inférieur à 185 mm, ainsi le risque d'accident est limité, bien cependant cela impacte les performances de la voiture. Pour l'aileron arrière, le flux d'air à l'arrière de la voiture peut être affecté par de nombreuses influences différentes. Cela a pour effet de rendre l'aileron arrière moins aérodynamique et moins efficace que l'aileron avant. En raison de la circulation de flux d'air très turbulent, normalement, l'aileron arrière doit générer plus de 2 fois autant d'appui que l'aileron avant pour maintenir l'équilibre de la voiture. De manière générale, lorsque l'objectif principal est de maximiser la vitesse de pointe, les ingénieurs permettront de réduire l'angle d'attaque pour minimiser la traînée. Depuis 2011, les voitures Formule 1 ont même des ailerons arrière ajustables pour augmenter la vitesse de pointe et les capacités de dépassement en diminuant la traînée, ce qu'est le DRS. Le développement de l'aileron arrière est un enjeu majeur des ingénieurs automobiles pour améliorer l'aérodynamique des voitures. Le diffuseur arrière a beaucoup de travail à faire. Tout d'abord, il agit comme un moyen d'accélérer le flux d'air, d'abaissement de la pression, puis ralentir le débit d'air, pression croissante, afin de créer des appuis et de stabiliser l'air turbulent sortant de l'arrière de la voiture tout en minimisant la traînée. Plus la voiture roule vite, plus l'appui est généré. Beaucoup de différentes aides ont été conçues autour de cette zone, y compris les jupes latérales pour augmenter l'appui. L'objectif principal de jupe latérale est de créer une zone de basse pression entre la voiture et la piste, générant une pression croissante parallèlement à la vitesse croissante, ce qui plaque la voiture au sol. En Formule 1, les trois principaux phénomènes aérodynamiques sont la déportance, l'appui aérodynamique et la traînée. En mécanique des fluides, la traînée est la force qui s'oppose au mouvement d'un corps dans un fluide, soit en automobile la force qui s'oppose à l'avancement d'un véhicule dans l'air. Il est donc dans l'intérêt des constructeurs de diminuer la traînée, force à l'origine d'une augmentation de la consommation de carburant et d'une dégradation de la vitesse de pointe en ligne. Elle s'exprime par la formule Fx, la force de traînée est égale à 1,5 multiplié par ρ multiplié par la vitesse de la voiture au carré, multiplié par la surface et par le coefficient de traînée. En Formule 1, un autre phénomène est extrêmement important à la tenue de route, et c'est la déportance, qui permet le plaquage au sol de la voiture et de réduire la résistance à l'air, autrement dit la traînée. Et c'est donc une préoccupation constante, soit pour gagner de la vitesse, soit pour économiser de l'énergie, donc pour la F1, la vitesse. Sa formule est Fz, la force de portance, est égale à 1,5 fois ρ fois la vitesse de la voiture multipliée par la surface de référence et par la coefficient de portance Cz. L'appui progresse en fonction du carré de la vitesse, soit environ 150 kg à 100 km/h, 600 kg à 200 km/h et plus de 1 tonne 5 à 300 km/h. Ces valeurs sont bien évidemment en fonction de l'angle de braquage de l'aileron. Cet appui est tellement efficace qu'une monoplace pourrait rouler sur une piste complètement inversée la tête en haut. C'est de là que les wing cars, voitures à effet de sol, naissent, c'est-à-dire que toute la voiture est étudiée aérodynamiquement et pas seulement la carrosserie. Ce qui fait naître aussi les pontons qui permettent de bénéficier de l'effet Venturi. L'effet Venturi est la formation d'une dépression dans une zone où les particules sont accélérées, c'est-à-dire si le débit de fluide est constant et que le diamètre diminue. La vitesse augmente nécessairement. Du fait de la conservation de l'énergie, l'augmentation d'énergie cinétique se traduit par une diminution d'énergie élastique, c'est-à-dire une dépression.
Les premières wing cars reconnues sont les Lotus 78 et 79 ci-dessous qui en 2017 furent les modèles très vite recopiés par les autres écuries. Colin Chapman, l'ingénieur responsable de Lotus, est persuadé que le soubassement peut offrir une déportance intéressante à une traînée minimale. Les principaux matériaux utilisés pour la carrosserie en Formule 1 sont l'acier, l'aluminium, la fibre de verre, le titane et le carbone. À l'apparition de la Formule 1, les monoplaces étaient construites en acier lourd et oxydable, ce qui rendait l'aérodynamisme très compliqué. L'acier est un métal peu coûteux comparé au carbone ou au titane. La disponibilité en acier par rapport au matériau composite est de 500 pour 1. À ce matériau, on lui associe un savoir-faire très réputé, mais aussi les ingénieurs ont confiance en ce matériau et ainsi se penchent plus vers l'acier, même si on lui induit de mauvaises caractéristiques quand on parle de performance. Cependant, pour limiter le poids de la carrosserie de cette voiture, il fallait mieux utiliser un autre matériau tel que l'aluminium. Les écuries ont utilisé plus d'aluminium que d'acier puisqu'en F1 on préfère remplacer des matériaux par de l'aluminium plus léger et donc plus efficace en termes d'économie d'énergie. Au fil du temps, la tôle d'acier a été remplacée par la tôle d'aluminium. Sur la F1, l'utilisation de l'aluminium permet d'alléger la voiture et réduire la consommation de carburant et donc d'augmenter les performances. Le gain de poids pourrait provenir notamment des panneaux de la carrosserie qui pèsent 30 à 35% de moins que la version en acier. Le poids gagné peut être redistribué de manière plus optimale sur la voiture pour améliorer les performances. La fibre de verre est un filament de verre qui existe depuis 1930. Cette fibre est très résistante et rigide au choc, donc de par le fait utile à la F1. Cette fibre permet d'améliorer les performances de Formule 1 car elle permet des réductions de poids grâce à sa légèreté. 30% plus léger que l'acier, le prix de la fibre de verre n'est pas cher, ce qui lui permet de rivaliser avec l'acier. Cette fibre résiste fortement au choc et elle permet aussi d'isoler la voiture. La fibre de verre permet de fabriquer des matériaux composites tels que la fibre de carbone, elle est donc complémentaire du carbone. Le titane est un métal léger, résistant, blanc métallique, qui résiste surtout à la corrosion. Le titane est utilisé dans un nouveau secteur, la Formule 1. Il est aussi utilisé pour alléger la carrosserie, ce qui permet d'améliorer les performances. De plus, le titane a une durée de vie illimitée. Ce matériau permet de réduire le bruit du moteur. Il a une faible densité. De plus, les limites de dureté et de fatigue du titane sont favorablement comparables à l'acier et l'aluminium. Le carbone, aujourd'hui le matériau le plus utilisé en F1. En effet, 80% de la voiture en est composée. Le carbone contient de la fibre de verre. La carrosserie d'une Formule 1 est construite de matériaux composites avec des éléments en carbone. La carrosserie d'une voiture comprend tout ce qui recouvre les pièces de la voiture en incluant le châssis, les ailerons, les pontons et le capot comprenant la prise d'air au-dessus du pilote. Elle est caractérisée par sa faible densité, sa résistance élevée à la traction et à la compression, sa flexibilité et sa bonne conductivité électrique et thermique. Les principales caractéristiques du carbone sont très léger et très solide et possède une densité faible, une très grande souplesse et elle possède une très grande inertie aux agents chimiques non oxydants. La fibre de carbone est donc utilisée principalement pour améliorer les performances en F1. Elle permet de réduire la consommation de carburant et de gagner en légèreté et donc par conséquent d'aller plus vite. Le carbone est utilisé car elle permet de mieux transmettre les efforts car elle ne se déforme pas. En revanche, quand il casse, il explose entièrement. Durant les années 1950, ni le niveau technique, ni les enjeux financiers n'étaient suffisants pour que les constructeurs s'intéressent à l'aérodynamique. Le seul but recherché était alors de concevoir les carrosseries les plus profilées possibles, les plus proches des organes mécaniques afin de diminuer la traînée. Par exemple, les formes ovoïdes se rapprochant de la goutte d'eau. Les années 1960 marquèrent un tournant en matière d'aérodynamique. Les recherches menées aux États-Unis par Chevrolet Research and Development en soufflerie portèrent leurs fruits. C'est ainsi qu'apparut en 1968 sur les Lotus de simples plaques incurvées orientées vers le sol, générant une légère déportance. Le museau avait toujours pour fonction d'apporter un flux pour le refroidissement des divers organes mécaniques, tels que les radiateurs d'eau et d'huile. L'arrivée du principe des ailes d'avion inversées amena de tels avantages que certains ailerons furent fixés au porte-moyeu. Cette solution garantissait un appui au niveau des liaisons au sol, ainsi qu'une aérodynamique compensant les pertes de contact entre le pneumatique et le sol. Après l'introduction des ailerons, les années 70 virent le développement de l'utilisation des souffleries, soulignant une approche plus professionnelle que par le passé, mais surtout une réelle considération de l'aérodynamique.
La partie avant, de par les nouveaux règlements et surtout de par l'amélioration des connaissances, va se voir opérer une mutation radicale. En effet, au niveau de la forme des ailerons, plusieurs nouvelles solutions, en sabots, forme elliptique comme sur la marque 701, firent leur apparition. Mais suite à la naissance de la Lotus 72 et la migration des radiateurs, le rôle de la partie avant a pris une dimension prépondérante. Elle devait à la fois produire suffisamment d'appui pour garantir une bonne maniabilité, avec bien sûr le moins de traînées possible, et alimenter stratégiquement toute la voiture en flux d'air le plus proprement possible. Durant les années 1980, les museaux restèrent assez massifs jusqu'à l'apparition de la Benetton B187 et de son museau tout en finesse pour garantir une bonne pénétration dans l'air ainsi qu'une surface exploitable pour une création de déportance accrue. Les ingénieurs firent preuve d'une telle expertise en la matière que les instances dirigeantes décidèrent de réglementer ces organes essentiels. En effet, les écopes devinrent un moment partie intégrante des ailerons. Il en résulta un CX très bas à ce niveau. En effet, l'aileron avant est nettement plus développé qu'auparavant. Avec un bord d'attaque plus épais, gage de plus d'appui, il est également positionné plus bas, d'où un effet de sol créé. Une évolution logique au niveau de l'avant des F1 fut l'introduction du Neo en 1980 par l'aérodynamicien Jean-Claude Migeot, alors en activité chez Tyrrell. Toutes les équipes adoptèrent dès lors le concept de Neo, bien que certaines mirent un certain temps avant de l'adapter à leur monoplace. La Ferrari 2002, considérée comme une des meilleures F1 de tous les temps, présente une partie avant conventionnelle et soignée. Son museau haut et fin optimise l'alimentation de l'underbody, tandis que son aileron répond à la réglementation de 2001, limitant la garde au sol et donc l'effet de sol induit. Les dérives, quant à elles, sont très sophistiquées et ont pour objectif de mieux aborder la zone critique que représentent les roues. On constate que les parties avant sont maintenant très complexes avec des ailerons parfois triplants, des dérives extrêmement travaillées, des écopes variant de circuit en circuit, mais surtout aux formes alambiquées. La principale modification aérodynamique qui eut lieu durant les années 50 fut le passage du moteur de l'avant de la monoplace à l'arrière, à partir de 1957. Celui-ci s'accompagna d'un amincissement très visible de la carrosserie de la monoplace. Durant les années 60, cet amincissement général de la ligne de la monoplace, évidemment très profitable à l'efficacité aérodynamique de la monoplace grâce à une surface frontale réduite, eut un effet négatif pour la sécurité du pilote. Le casque du pilote devint en effet le point le plus haut de la monoplace, et on peut donc imaginer les conséquences dramatiques sur le pilote en cas de retournement de la Formule 1. Si l'arceau de sécurité est un élément perturbateur du flux d'air s'écoulant sur le dessus de la monoplace, il permet en revanche d'augmenter de façon importante la sécurité des pilotes de Grand Prix. En 1970, les écuries Lotus et McLaren introduisent un élément aérodynamique qui sera toujours utilisé 35 ans plus tard, la prise d'air moteur. Les deux solutions proposées sur la Lotus 72 et la McLaren M19 étaient différentes l'une de l'autre. Sur la Lotus, il y avait en effet deux petites prises d'air latérales qui étaient situées de part et d'autre de la boîte à air. Chez McLaren, il y avait une unique prise d'air moteur directement posée sur la partie haute du moteur et située au-dessus du casque pilote. L'année 1972 fut le théâtre d'une révolution aérodynamique avec l'invention d'un élément qui fera partie désormais de la carrosserie de toutes les monoplaces, le ponton. En effet, l'écurie Lotus avait déplacé les radiateurs servant au refroidissement du moteur du nez de la voiture à l'arrière de la voiture. Les pontons étaient donc destinés à accueillir chacun un radiateur. Les pontons étaient alors d'une hauteur importante, mince, large et surtout pourvus d'une surface servant à entrer l'air de très grande taille. L'année 1977 marqua un tournant décisif pour l'histoire de l'aérodynamique et de la Formule 1 en général. Colin Chapman et le directeur technique Peter Wright mirent au point la première voiture munie de pontons déporteurs à la forme d'ailes d'avion inversées. En effet, l'air était accéléré sous la voiture du fait de la dépression créée. Cette forme pouvait générer un appui aérodynamique qui permettait de coller la monoplace au sol. Les années 1980 furent l'occasion de nombreuses modifications au niveau des pontons.
Alors que les pontons devaient être de la forme parallépipède et d'une longueur la plus grande possible afin de bénéficier d'un plus important effet de sol, les dimensions générales des pontons furent nettement réduites dès 1983. Cette date correspondit, en effet, avec l'interdiction de l'effet de sol. À partir de cette date, et sur certaines monoplaces, les radiateurs étaient apparents afin de profiter d'un meilleur échange thermique entre l'air chaud sortant des radiateurs et l'air ambiant. Ce fut le cas, par exemple, sur des monoplaces telles que la Ferrari 1984 à 1988 et sur la Renault RS60 de 1985. En 1994, apparut une innovation majeure à laquelle les aérodynamiciens porteront un grand soin au cours des saisons suivantes: les déflecteurs situés devant les pontons. Leur but est de permettre au flux d'air de contourner les pontons, tout en conduisant une partie vers l'entrée de ces pontons. En 2000, la McLaren MP4-15 innova en ayant des pontons surmontés d'une pièce appelée cheminée, qui jouait le rôle d'extracteur d'air chaud en provenance du moteur. La Ferrari F2003, championne du monde des constructeurs en 2003, reçut deux innovations importantes au niveau de ses déflecteurs et de ses pontons. Une forme inédite de ces pontons qui étaient biseautés au niveau du bord inférieur de l'entrée d'air, et des bargeboards ont été placés au niveau de la partie inférieure des déflecteurs. Ils permettent de dévier l'air du bas de ces déflecteurs et ainsi de diminuer la pression à cet endroit. Après la Seconde Guerre mondiale, dont elle était sortie très affaiblie, l'Allemagne mit du temps à revenir dans le sport automobile dans lequel elle était tant impliquée avant la guerre. Ainsi, ce n'est qu'en 1952, lorsque l'économie fut favorable et les usines reconstruites, que le constructeur Mercedes décida de préparer son entrée dans le championnat du monde de Formule 1, créé en 1950. L'architecture à moteur central arrière allait réellement prendre place au début des années 1960. Dominée par les Cooper, tous les constructeurs se mirent à fabriquer des monoplaces basses, conséquentes de la position du moteur à l'arrière. Afin d'améliorer la stabilité et l'adhérence des roues arrière motrices, certaines Formule 1 furent équipées d'un aileron arrière en 1968. Celui-ci, placé à l'arrière du véhicule, exerçait une charge aérodynamique si importante qu'il déséquilibra le véhicule. La Lotus 49 fut créée par Colin Chapman et son ingénieur Maurice Philippe en 1967. Ces deux hommes jouèrent un rôle déterminant dans l'aérodynamique en Formule 1, dans le sens où ils apportèrent de nouveaux principes dans les années 1970 concernant l'intégration de l'aérodynamique dans la conception d'une Formule 1, et ils furent ceux qui poussèrent le plus loin les innovations aérodynamiques. Durant cette décennie, l'aileron arrière a été soumis à trois tendances. Tout d'abord, jusqu'en 1972-1973, les monoplaces ont été équipées des stabilisateurs apparus en 1969. Ces appendices aérodynamiques accolés au moteur sont dans le même plan horizontal que le casque du pilote et sont situés entre les roues arrière. Pour un meilleur ajustement et une meilleure gestion des appuis, ces stabilisateurs étaient souvent multiplans. Cette nouvelle structure permettait surtout de fournir 3 fois plus d'appui aérodynamique à la monoplace par rapport à un aileron surélevé. On ne peut évoquer les évolutions aérodynamiques des années 1970 sans parler de la célèbre Brabham BT46B que la presse anglophone avait baptisée The Fan Car. De toutes les voitures ayant triomphé en F1, la Brabham BT46B est celle qui eut la carrière la plus courte. Elle ne fut présente qu'une seule fois en championnat. Sur cette monoplace, Gordon Murray avait adapté une turbine qui créait un effet de sol plus important que celui de la Lotus de Colin Chapman. Les performances ont atteint un tel niveau grâce à l'accroissement d'adhérence que le règlement a imposé dès 1983 des corrections interdisant les jupes aérodynamiques afin de limiter l'effet de sol. Pour compenser les pertes dues à ces corrections, les constructeurs ont cherché des gains de performance à tous les niveaux. L'aileron arrière, tenu par un pilier central, équipait la majorité des monoplaces. Cet aileron était équipé de petites dérives latérales et paraissait fin lorsqu'il était vu de face. Puisque l'effet de sol, encore autorisé, fournissait énormément d'appui, la charge aérodynamique procurée par l'aileron arrière pouvait être diminuée. Cet appendice ne servait plus qu'à équilibrer la monoplace de son très faible angle d'attaque, diminuant la traînée et favorisant donc la vitesse de pointe. En 1997, toutes les monoplaces à bas nez disparurent au profit du haut nez,
Ils permettent au flux d'air de passer en dessous de la F1 sans avoir besoin de le contourner. Ce concept a pour effet de diminuer la traînée de l'aileron avant car il est traversé par moins d'air. Ainsi les constructeurs peuvent augmenter la largeur de l'aileron avant pour générer plus d'appui aérodynamique à l'avant. Suite au changement de règlement de la FIA, sur l'aileron avant en 98, la largeur maximale autorisée fut réduite à 1,80 m, ce qui a pour effet de produire des turbulences devant les roues, réduisant l'efficacité aérodynamique de l'aileron avant et générant un effort de traînée plus important. Les ingénieurs des Top Team ont donc travaillé sur l'intérieur des extrémités de l'aileron avant pour diriger l'air vers le châssis et autour des roues. Image de gauche. Plus tard, d'autres écuries adoptèrent le même raisonnement, mais du côté extérieur des extrémités de l'aileron avant. Image de droite. Autorisé en 2011 par la FIA, le DRS, Drag Reduction System, en français système de réduction de la traînée, permet, comme son nom l'indique, de réduire la traînée, qui permet entre autres de faciliter les dépassements avec des vitesses de pointe allant jusqu'à 365 km/h pour les F1 les plus rapides. Cependant, il ne peut être activé que dans les lignes droites, autrement dit zone de DRS, et il est désactivé dans les autres parties du circuit qui sont elles plus sinueuses, car si le DRS serait activé dans ces parties, la F1 ferait des têtes à queue et celui-ci pourrait nuire à la sécurité du pilote. Un tiers de la charge aérodynamique vient de l'aileron arrière. Il amène dans certains cas un appui de 1000 N, environ 100 kg, pour une masse de 7 kg. Ils servent à assainir le flux aérodynamique autour des F1 et de diriger l'air vers les endroits bien particuliers. Ils servent aussi à diminuer les phénomènes turbulents qui se produisent dans le flux d'air qui entoure les monoplaces. Ils permettent de diriger l'air vers les radiateurs et autour de la F1. Ils améliorent l'aérodynamisme et permettent l'augmentation de la vitesse. En 1977, Colin Chapman crée une nouvelle monoplace qui va révolutionner le monde de la F1. C'est la Lotus 78, où il apportera l'effet de sol grâce à de larges pontons latéraux qui possèdent un profil en forme d'aile d'avion renversée. Anecdote, en 1978, alors que la Lotus 79 venait de sortir, Brabham présente la BT40B pour la contrer et équipe sa monoplace d'un énorme aspirateur qui aspire l'air sous la voiture pour la coller au sol par effet de succion. Colin Chapman élabore la Lotus 88, monoplace à double châssis. Un premier châssis constitué des pontons, de la carrosserie et des ressorts durs sert à encaisser la charge aérodynamique. Et un deuxième, relié au premier par des ressorts souples, comportant la coque, le moteur et les trains roulants et le pilote. Quand la Lotus 88 venait à rouler à haute vitesse sous la charge aérodynamique, les ressorts durs du premier châssis venaient en butée alors que le châssis secondaire monté sur les ressorts souples remontait et les jupes fixées sur les pontons étaient plaquées à terre et l'effet de sol était complet. L'interdiction d'utiliser l'effet de sol en 82 pousse les ingénieurs des écuries à trouver une nouvelle solution, le diffuseur. L'air passant à travers le diffuseur crée un effet de succion qui colle la voiture à la piste. L'aileron avant est l'un des éléments aérodynamiques les plus importants sur la carrosserie, en particulier les flaps, car l'air qu'il reçoit est responsable de la performance de toutes les autres structures situées en aval. Pour cette année, l'aileron avant gagne 150 mm dans sa largeur, conforme à la règle de 98, ce qui crée plus d'appui sur la F1. La taille des déflecteurs a été augmentée pour aider les designers à améliorer la circulation de l'air autour de l'avant de la voiture. Par rapport à 2016, l'aileron arrière gagne en largeur, passant de 1000 mm à 1050 mm. Mais par contre, il perd en hauteur, 950 mm pour la version 2016 et 800 mm pour la version 2017. Le diffuseur est plus haut, 175 mm au lieu de 125 mm, plus large, 1050 mm au lieu de 1000 mm, et enfin plus long. Son volume subit une croissance d'environ 120%. Cette expansion augmentera la dépression générée sous le fond plat, d'autant plus que l'aileron arrière abaissé interagira plus directement avec le diffuseur. L'appui provenant du fond plat, appui ne générant aucune traînée, sera plus important que l'appui généré par l'aileron arrière. Ces nouveautés adoptées n'ont pas encore été détaillées, mais elles reposent sur la proposition de Red Bull, qui souhaitait améliorer l'effet de sol, mais réduire la taille des ailerons avant et arrière. Cela permettrait d'avoir autant d'appui aérodynamique, mais d'éviter l'effet de déventage, empêcher un concurrent de recevoir le vent derrière une autre monoplace. Grâce à ces divers redimensionnements, l'appui aérodynamique devrait grimper d'au moins 20% par rapport aux valeurs de l'an dernier. Pour conclure, les avancées technologiques en Formule 1 sur la carrosserie ont permis beaucoup de progrès, tels que la performance, qui a été réalisée comme on peut le remarquer sur, par exemple, la pole position de Nelson Piquet en 1987 au Grand Prix d'Italie a été réalisée en 1 minute 23 460 millième, alors qu'en 2016, Lewis Hamilton a réalisé la pole position en 1 minute 21 secondes et 130 millième.
on constate un gain de performance et cela est dû à l'avancée aérodynamique. De plus, les avancées aérodynamiques ont permis de renforcer la sécurité du pilote avec des matériaux plus résistants à la chaleur en cas d'embrasement de la monoplace, au contact et au choc. Enfin, cette année, les écuries ont misé sur un appui aérodynamique extrêmement important, ce qui influence les performances avec plus de vitesse dans les courbes, mais cependant moins de vitesse de pointe sur les lignes droites. Par exemple en 2016, Lewis Hamilton a décroché la pole position en 1 minute 22 sur le circuit de Barcelone, alors que cette année pendant les essais hivernaux, Valtteri Bottas a réalisé un tour en 1 minute 19 705 millième. Un gain de presque de 2,5 secondes, ce qui prouve que les constructeurs ont misé sur l'aérodynamisme pour les performances.